Donc, cette série sera consacrée à la gestion des fichiers. Donc, premier exercice, illustration de la gestion des fichiers sous Unix. Donc, on considère un fichier qui est de 1 mégaoctet. Les blocs sont de 128 octets. Et un numéro de bloc, c'est-à-dire un pointeur, il occupe 2 octets. Alors, on vous donne des propositions de solutions, donc à vous de choisir la bonne proposition, et bien entendu de justifier cette proposition. Donc, ce qui permet de dire qu'effectivement, vous connaissez le schéma d'Unix et son fonctionnement. Alors, pour ce fichier-là, on vous donne quel est le nombre de blocs de données pour ce fichier. Je rappelle que pour la gestion des fichiers, on a besoin de ce qu'on appelle les blocs de données, qui sont les données propres au fichier. On a besoin aussi de blocs de contrôle qui permettent de contribuer à la gestion de ces fichiers. Donc, vous avez 3 propositions, il faut choisir la bonne. Et la deuxième question, c'est de choisir quel est le nombre d'adresses dans un bloc d'adresses, puisqu'il y a des blocs d'adresses qui sont utilisés par la structure d'Unix. Et en troisième question, c'est concernant ce fichier-là, quel est le nombre de blocs d'adresses indirects qui est nécessaire justement pour implémenter ce fichier. Alors, pour le nombre de blocs de données pour ce fichier-là, donc la bonne réponse, c'est le C, 8192. Concernant la deuxième question, la bonne réponse, c'est la deuxième, c'est-à-dire 64. Et pour la troisième, le nombre de blocs d'adresse ou d'index, c'est la réponse C, c'est-à-dire 130. Alors, ça, c'est une tranche, je veux dire, une partie de la solution. Et on vous a demandé de justifier ces solutions. Donc là, on va voir comment justifier justement ces solutions. Alors, vous avez votre fichier de 1 méga, ce qui est équivalent à 2 puissance 20. Le bloc, c'est 2 puissance 7. Et alors, quel est le nombre de blocs de données? C'est tout simplement, vous avez un fichier de 1 méga. Combien de blocs sont nécessaires pour stocker ce fichier? Donc, c'est comme ça qu'on trouve le nombre de blocs de données. Donc, division de 2 puissance 20 sur 2 puissance 7, vous allez trouver 2 puissance 13. Donc, ce qui donnera 8 fois 2 puissance 10, donc c'est 8192, donc ce qui nous donne la bonne réponse pour la première question. Pour la deuxième, c'est vous avez un bloc d'adresse de 128 octets. Chaque pointeur, c'est 2 octets. Donc, combien de pointeurs on peut mettre à l'intérieur? C'est 128 divisé par 2, donc ce qui donne 64. Pour la troisième question, c'est un peu plus subtil, donc il faut faire un certain nombre d'opérations. Rappelez-vous que ça va mettre en action la représentation utilisée par Unix. Je vous rappelle que Unix, pour représenter un fichier, il a besoin d'une structure qu'on appelle une structure d'inode qui comporte 13 pointeurs. Les 10 premiers pointeurs, c'est des pointeurs d'accès direct. Ensuite, le 11e, il va pointer vers un bloc d'adresse, bloc d'index qui est de premier niveau. Et ensuite, on peut avoir le 12e, il pointe vers un bloc d'adresse de deuxième niveau, c'est-à-dire vous avez 2 niveaux d'adressage. Et le 3e, ça va pointer vers un bloc d'adresse qui aura 3 niveaux d'adressage. Alors nous, pour notre fichier, on a besoin de 8192. Comment ils sont répartis? Bien entendu, il va y avoir les 10 premiers, donc à travers les pointeurs d'accès direct. Ensuite, on a vu qu'un bloc d'index peut représenter 64 pointeurs, ce qui voudra dire qu'il peut pointer 64 blocs. Donc, on aura les 64 blocs via l'index. Ensuite, ce qu'on peut avoir, c'est au niveau du deuxième niveau, c'est quoi? C'est qu'on a chaque bloc d'index qui va pointer sur des blocs d'index. Donc, il va pointer sur combien de blocs d'index? Sur 64. Et donc, chacun va pointer sur 64 blocs. Et donc, on aura le deuxième niveau qui sera saturé, c'est-à-dire 64 fois 64 blocs. Et on va voir que ça ne suffit pas pour atteindre les 8192. Donc, on va passer au troisième niveau. Et donc, du coup, on va voir, à vrai dire, exactement, c'est
62 blocs qui seront saturés. Donc, c'est pour ça qu'il y a 64 fois 62. Et ensuite, le dernier, il va contenir uniquement 54 blocs. Et de la sorte, on peut répartir les différents blocs. Et donc, en faisant le compte, vous allez trouver ce décompte. Donc, les 10 pour le premier, les 64 pour le bloc d'adresse d'index de niveau 1. Ensuite, le niveau 2 qui est complètement saturé. Et ensuite, tu vas avoir le niveau 3 où tu vas utiliser 63 blocs qui sont pleins, plus le dernier bloc qui va contenir uniquement 64 blocs. Et donc, à travers ça, c'est la répartition de mes blocs à travers l'ensemble des éléments. Et donc, si vous allez calculer le nombre de blocs, c'est quoi? Donc ici, dans le 64, c'est quoi? Vous allez utiliser un seul bloc d'index. Alors ici, dans le deuxième, vous allez utiliser 64 blocs plus un bloc qui est d'index, puisque vous avez l'adressage à 2 niveaux. Et dans le troisième, vous allez utiliser 62 blocs pour atteindre les blocs de données. Et ces 62 blocs qui vont être contenus, donc plus le dernier, donc ça donne 63. Et comme vous êtes à 2 niveaux, vous allez avoir plus 1, c'est-à-dire un bloc de premier niveau et les blocs de deuxième niveau. Et donc, quand vous faites le décompte, vous allez trouver ici 1, ensuite ici 64 plus 1. Donc, et là, vous allez trouver aussi 64, donc 62 plus 1, donc ce qui donne 65, et le tout va donner 131. Alors, deuxième exercice, c'est vous avez un processus qui va lire séquentiellement un fichier de 8 mégaoctets à raison de 256 octets à la fois. C'est-à-dire que la requête de lecture il permet de lire 256 octets. Alors, ici, les blocs sont constitués de 1024 octets. Et un numéro de bloc, c'est-à-dire le pointeur qui est utilisé, il est sur 4 octets. Et on vous dit que le temps d'accès moyen au disque est de 40 millisecondes, c'est-à-dire à chaque fois qu'on fait un accès disque, en moyenne, ça nécessite 40 millisecondes. Alors, dans ce premier schéma, on vous dit que le système ne gère pas de mécanisme de buffer cache. Rappelez-vous, dans la définition et la structure d'Unix, il a, dans le sous-système de gestion de fichiers, il a un buffer cache qui, à chaque fois quand il fait une lecture, il peut garder la trace de cette lecture et donc il peut utiliser ultérieurement. Donc, dans ce premier cas de figure, on vous dit qu'il n'y a pas de buffer cache. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il n'y a pas de buffer cache, c'est tout simplement chaque entrée-sortie logique implique une entrée-sortie physique. C'est ça ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on veut lire, on est obligé d'accéder au disque. Par contre, quand il y a un buffer cache, la différence, c'est que je dirais, entrée-sortie physique, elle peut satisfaire plusieurs entrées-sorties logiques. C'est-à-dire, tu veux lire, la première fois, on accède au disque, l'information, elle est dans le cache. La deuxième fois, tu veux lire, l'information, elle est dans le cache. Donc, ce n'est pas la peine d'aller au disque. Donc, on peut récupérer l'information à partir du cache. C'est ça la différence entre les deux modèles. Alors, si on veut lire, donc, séquentiellement ce fichier, donc, on va voir ce fichier, il est composé de combien de blocs, parce que ça, c'est nécessaire pour savoir quelles sont les entrées-sorties qu'on va faire. Alors, il suffit de prendre le fichier 8 mégas, c'est 8 fois 2 puissance 20. Le bloc, c'est 1024, ça veut dire 2 puissance 10. Et ce bloc, comme le pointeur, il est sur 4 octets, ça veut dire que le bloc peut contenir 256 pointeurs. Et donc, quels sont le nombre de blocs qui sont nécessaires pour mon fichier? C'est de diviser, c'est tout simplement de faire cette division de 8 fois 2 puissance 20 divisé par 2 puissance 10. Automatiquement, vous allez trouver 8192 blocs donc, qui sont nécessaires pour mon fichier. Et donc, ces fichiers, comment
qui sont répartis. Là aussi, la même chose, c'est par rapport à ce qu'on a vu dans l'exercice précédent. Ça veut dire que tu as les 10 premiers blocs, c'est l'accès direct. Ensuite, tu as un bloc d'index qui est complet, c'est-à-dire 256. En faisant le lien avec tout à l'heure, on utilisait des blocs de 64 pointeurs. Ici, on utilise des blocs de 256 pointeurs. Et donc là, tu vas trouver 256 pointeurs, c'est le niveau 1 qui est plein. Et ensuite, au niveau du deuxième niveau, tu vas avoir 30 blocs d'index qui vont être utilisés. Et donc, c'est comme ça que 256 fois 30, tu vas trouver le chiffre et il va te rester 246 en dernier lieu. Donc, ça, c'est pour montrer la répartition parce qu'elle est intéressante et c'est comme ça qu'on arrive à calculer par la suite, je dirais, le temps moyen. Donc, d'une manière schématique, voici comment ça va se passer. Ça veut dire que vous avez les 10 blocs en accès direct. Ensuite, vous avez les 256 blocs en accès indirect de premier niveau. Et ensuite, vous allez passer au troisième niveau, c'est-à-dire que vous allez avoir ici 30 blocs. Donc, c'est pour ça qu'on a 30 fois 256, puisque chacun peut adresser 256. Et ce qui nous reste à la fin, c'est il va nous rester 200, je dirais, 46 blocs qui vont être pris en charge. Et c'est comme ça, c'est un peu la vision schématique de ce qui a été expliqué auparavant. Alors, naturellement, maintenant, il n'y a pas de buffer cache. Ça veut dire, je veux lire. Donc, pour lire le fichier, donc on a vu les fichiers, comment il est réparti physiquement à l'intérieur, donc à travers le schéma précédent. Donc, vous voyez que à travers le schéma, voici les blocs de données. Donc, c'est ce qu'on a numéroté ici, bloc 1 jusqu'à bloc 10, 11, 12, etc., jusqu'au dernier bloc. Et donc, à chaque fois que tu veux accéder au bloc, là, dans les 10 premiers, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que l'inode, en général, quand on ouvre le fichier, l'inode se trouve au niveau de la mémoire, donc tu accèdes directement au pointeur, et donc tu arrives à faire un accès direct au niveau du bloc. Alors, j'accède directement au bloc, sauf que on avait dit dans le texte, on lit 256 octets à la fois. Ça veut dire que je vais lire les 256 octets. Donc, je fais un accès au disque. Ensuite, je suis obligé de lire les 256 suivants, et ainsi de suite. Donc, sur un bloc, je suis obligé de repasser 4 fois. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, je lis, donc une entrée-sortie logique, c'est l'équivalent d'une entrée-sortie physique. Ça veut dire que je dois à chaque fois accéder au disque. Et donc, pour chaque bloc, ça veut dire que je fais 4 accès pour le bloc. Et c'est pour ça que j'ai 4 fois 10 accès pour les 10 premiers. Ensuite, pour les 256 suivants, donc je suis au niveau 1, donc je passe par le bloc d'index, ensuite j'arrive au bloc de données. Ça veut dire quoi? Ça veut dire pour accéder à l'information, tu as besoin de deux accès disques. Et comme pour chaque bloc, on le fait 4 fois, donc on trouvera 8 fois 256 accès. Et pour les restants, donc ce qu'on a, on a 3 niveaux d'accès. Parce que j'accède au bloc d'index qui lui-même me donne le bloc d'index de niveau 2, et ensuite j'accède au bloc de données. Et donc automatiquement, j'aurai 3 accès. Donc pour chaque bloc, et comme au niveau de chaque bloc, je le fais 4 fois, donc c'est multiplié par 4, donc 3 fois 4, c'est 12, fois les 7926 qui restent. Et donc, en faisant le compte, vous allez trouver la somme qui est égale à 97 200 accès. Donc, il suffit de multiplier par 40, vous trouverez 3888 secondes. Maintenant, le système gère un mécanisme de buffer cache. Donc ça, c'est la différence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à la première lecture, vous lisez le bloc, et ce bloc, il sera automatiquement transféré. Puisque, rappelez-vous, on avait dit que l'unité de transfert du disque, c'est le bloc. Et donc ici, dès que je lis le bloc, je transfère tout le bloc vers le buffer cache. Et c'est comme ça que j'arrive à gérer mon buffer cache par la suite. Alors, concernant le fonctionnement, je dirais, ça c'est le fonctionnement du buffer cache. Comment il fonctionne? C'est la lecture physique
et il y a le transfert de blocs vers le buffer cache. Et ensuite, à chaque fois qu'on a besoin d'informations, on vérifie est-ce que l'information elle existe dans le buffer cache ou pas. Si elle existe dans le buffer cache, c'est pas la peine de faire une lecture physique. Donc, on va puiser à partir du buffer cache et on continue l'exécution. Alors, en général, on utilise beaucoup plus dans le buffer cache le mécanisme de LRU plutôt que FIFO. Pourquoi? Ça, c'est pour des raisons évidentes d'exécution. À chaque fois qu'on utilise un bloc, il y a toujours ce phénomène, puisque dans le texte, on vous dit qu'on lit séquentiellement. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que vous avez ce qu'on appelle le phénomène de voisinage ou de localité. C'est-à-dire que chaque fois que vous lisez une information, l'information, la prochaine information, c'est une information qui est proche de ça. C'est-à-dire qu'elle a une grande probabilité de se trouver dans le même bloc. Et donc, quand on lit un bloc, on le transfère, je peux le puiser par la suite. Et donc, ça me permettra d'avoir ce phénomène de localisation et d'avoir de meilleures performances. Ensuite, on vous demande de donner le nombre d'accès. On va voir qu'il va changer complètement par rapport à la première question. Pour l'accès disque, on a la structuration du fichier tel qu'on l'a montré. Ça nécessite 33 blocs. Ça veut dire que pour lire le fichier en entier, c'est qu'on fait des accès à ces blocs. On est obligé de passer au moins une fois par chacun de ces blocs. Et donc, moralité, pour la lecture je dirais, de ce fichier, on a 33 blocs d'adresses à lire. Et donc, on va les lire une seule fois. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, on va les mettre dans le bloc, on va le mettre dans le buffer cache. Et par la suite, donc le nombre total d'accès, c'est quoi? C'est qu'on va accéder à chaque bloc de données. Et on va accéder aussi au bloc, je dirais, d'index. Et pour chacun, on va accéder une seule fois. Pourquoi? Parce qu'il y a le buffer cache, donc quand on y accède, l'information est disponible. Et ensuite, si je veux lire les 256 suivants, ce n'est pas la peine d'aller au disque parce que l'information existe dans le buffer cache, donc je vais l'utiliser. Donc, moralité, ce que je vais avoir en entier, je vais avoir 8192 qui constitue le nombre de blocs de données, plus les blocs d'index qui sont au nombre de 33. Et donc, tout ça, il suffit de le multiplier par 40, vous allez obtenir le nombre de 329, je dirais, secondes. Donc, c'est ce qui donne le nombre d'accès et le temps d'accès associé. Donc, vous voyez qu'avec l'utilisation du buffer cache, on améliore nettement les performances du système de gestion de fichiers et de l'accès disque en particulier.